m'entendez? C'est bon, ça marche? Alors. Non, pas du tout. Si, on entend tout. On entend tout. Là maintenant, il était fermé. Alors, on va commencer. Alors déjà, je suis ravie, merci Bernard de m'avoir proposé d'être présidente de cette séance. Alors, on va commencer par Amélie Sélier et Danilo Dominica. Donc, tous les deux, en fait, sont doctorants à l'Université Sorbonne Nouvelle, au sein de l'équipe que je connais, d'ILTEC. Donc, sous la direction de Valérie Spett, en fait, ils écrivent leur thèse intitulée Pour la transposition de la pédagogie des multilittératies à l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère. Et pour l'autre, Espaces et contours lusophones. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on a un certain nombre d'étudiants justement qui viennent à l'Institut de cet espace lusophone. Je vais vous écouter avec intérêt. Alors, bien évidemment, on parle obligatoirement d'altérité. Donc, c'est l'altérité et les manuels de portugais langue maternelle. Alors, Danilo et Amélie donc, participent activement au projet Collex Cliodif qui vise, et c'est ce dont on parlait hier, le dépouillement, la numérisation et l'analyse des archives de l'école de préparation de professeurs de français à l'étranger. Et bien entendu, des cours de civilisation en français de la Sorbonne. Tous donc collaboré, ainsi que Maria Apostolovic et Alice Bureau, à l'article des archives de l'EPPFE, une porte d'entrée vers l'analyse du champ du français langue étrangère, qui va paraître en décembre dans la revue du CIFLES. Alors, on va vous écouter tous les deux avec intérêt. Et qui commençait? Danilo, c'est toi? Alors, c'est Danilo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je remercie Madame la Présidente pour cette présentation. Je tiens à remercier toute l'organisation aussi de ce colloque, Monsieur Franco pour l'invitation. Alors nous allons, notre communication va porter sur des changements de paradigme culturel. Alors voilà, en ce qui concerne l'enseignement de la civilisation, de la culture, en didactique du bleu, de 1900, de la dernière partie du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais commencer par historiciser un petit peu, c'est-à-dire alors à la fin, du dernier quart du XXe siècle, Louis Porcher, il parlait d'une restructuration du champ de la didactique du français langue étrangère. Selon lui, les dominants, qui sont les dominants, c'était les linguistes, ils étaient en train de prendre en charge une pratique sociale de dominer. Alors cette pratique n'était autre que la didactique de la civilisation. Et Dieu, selon lui, jusqu'à cette époque, c'était une lubie de non-linguistes. D'où voilà le titre de notre présentation pour parler de cette époque, on parle d'enseignement de la civilisation. Alors, à cette époque, avec ces changements d'enjeux dans le champ de la didactique du FLE, il y a une prolifération de propositions méthodologiques de l'enseignement de la civilisation. Alors, nous allons rappeler un petit peu ces propositions pour ensuite essayer de visualiser quelques changements de paradigme qui ont lieu à cette époque, pour ensuite réfléchir sur un autre possible changement de paradigme qui pourrait avoir lieu aujourd'hui. Alors, admettons que les acteurs en FLE aujourd'hui ils prennent en charge une autre pratique, proposition marginalisée ou dominée, qui est la pédagogie de multilittératie. Quels sont les changements de paradigme qu'on pourrait attendre? Alors, oui, merci. Alors, on va se concentrer un petit peu à 4 propositions. Celle de Louis Porcher, en premier, qui propose une transposition en didactique du FLE d'un cadre sociologique. Ensuite, celle de Jean-Claude Bialco, je vais suivre chronologiquement. Il y a aussi la proposition de Martine Petzel, qui, elle, propose une conceptualisation de l'interculturel. Celle de Geneviève Zarat, qui propose des transpositions des notions en psychologie sociale et aussi en nouvelle histoire en didactique du FLE. Et celle de Bialco, qui propose une transposition d'un cadre de l'analyse du discours en didactique du FLE.
Je m'excuse déjà pour cette simple synthétisation. Hein. C'est vrai que ce sont des propositions très riches et on ne pourrait pas rendre compte ici de toutes les problématisations, les nuances, les remises en question que font ces auteurs dans cet ouvrage. Alors on n'a pas voulu être exhaustif non plus. Alors voilà, on pourrait garder d'autres propositions comme celle de Reboulet dans les années 70 qui propose un enseignement comparatiste des cultures, ou celle de Galisson par exemple dans les années 90 qui propose une approche lexicographique de la culture. Mais voilà, nous avons voulu retenir celle-là parce qu'elle nous rend explicite quelque chose, ce changement de paradigme dont on parle. C'est évident que chaque fois qu'on écrit, parfois, pas tout le temps, mais quand on écrit contre quelque chose aussi. Et dans ces ouvrages, dans ces différents ouvrages, on va, à part tout ce qui est explicite, en termes de rupture, que proposent ces auteurs, qui vont faire des propositions méthodologiques, nous pouvons remarquer d'autres changements qui sont peut-être moins conscients parce qu'ils sont construits de façon éclectique et ça devient justement alors quand on les compare. Les changements de paradigme en question, c'est un passage de l'objectivité à la subjectivité face à la culture, mais aussi un passage d'une réflexion sur l'enseignement de la culture à une réflexion sur l'enseignement du rapport à la culture. Alors, il va de soi que ces deux changements ils sont profondément liés. Il est vrai que dans quelques propositions, comme celle de Porcher, c'est assez explicite, l'auteur le dit, qu'on va vers plus d'objectivité justement dans l'enseignement de la civilisation. Porcher, quand il propose cette transposition du cadre conceptuel sociologique en FLE, plus spécifiquement le cadre bourdieusien, il va dire par exemple que l'idée c'est de repérer, alors je le cite, repérer et maîtriser les lois de fonctionnement, les constantes, les régularités, les principes de classement de culture. Pour ça, il utilise des concepts comme habitus, comme capital scolaire, comme champ social, mais il va plus loin. Il dit qu'il faudrait expliciter les catégories et les critères de description. Alors, on voit que même dans une quête d'objectivité, il y a un soupçon de didactique du rapport à la culture. On voit en plus du regard sur la culture, il est question de porter un regard sur des outils sociologiques pour comprendre cette culture et d'expliciter ces outils pour les apprenants. Alors, la proposition de Beaco, qui lui s'intéresse beaucoup à relier l'enseignement de la civilisation à celui de la langue, va plaider pour la transposition didactique en FLE, comme je l'ai dit, dans le cadre qui vient de l'analyse du discours. Et lui, il argumente que, selon lui, l'analyse de situations de communication et des pratiques culturelles tout court, permettrait aux apprenants non seulement de contextualiser les situations de communication, contextualiser les discours, mais aussi de produire des discours efficacement. Alors, comme Porcher, Beaco est très précis quand il dit qu'il faudrait aussi expliciter les catégories devant les apprenants. Il faudrait expliciter les critères de description. Pour lui, il faudrait donc développer ce qu'il appelle une compétence discursive. Alors, le terme est l'empreinte de Delheims, mais c'est dans le sens où plus qu'enseigner un discours, enseigner la façon de faire des discours, de construire des discours en français, il faudrait aussi enseigner l'apprenant à gérer des discours tout court. Je terminerai avec
deux autres propositions, celle de Zarat et Kessel, où les deux changements de paradigme sont évidents. Alors, ces deux propositions, elles vont incarner donc ce mouvement de l'enseignement de la culture à un enseignement au rapport à la culture, mais aussi ce déplacement du rapport objectif à la culture, à un rapport subjectif à la culture. Geneviève Zarat, dans Enseigner une langue étrangère, elle s'interroge longuement sur le rapport des gens, des personnes à la culture, le rapport du natif à la culture, comment le natif il envisage cette culture, comment il la met en forme de discours, comment elle le regarde de l'étranger vers la culture étrangère, comment elle le regarde de l'expert. Alors l'expert pour lui c'est les professeurs, les auteurs de manuels, les scientifiques sur la culture. Et quand on lit son ouvrage Représentation de l'étranger et didactique des langues, qui apparaît quelques années après, on a l'impression que c'est un peu l'aboutissement méthodologique de toutes ces réflexions, parce que l'autrice, elle va vraiment proposer cette transposition en salle de classe de concepts en psychologie sociale, notamment celui de représentation sociale. Pretzel, dans un élan assez semblable, elle propose une conceptualisation de la notion d'interculturel, sous la direction de Le Porcher, d'ailleurs, c'est sa thèse de doctorat, qui devient après un texte pilier en didactique des langues. Et dans ce texte, elle plaide explicitement pour la récupération du caractère subjectif de la culture. Donc, au niveau de la définition de la culture, au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement aussi. Et nombreuses fois, dans son ouvrage, elle parle de cette prise de recul par rapport à la culture. On passe à une représentation comme signe, comme signification, qui est la construction de sujets. Elle le fait à partir de concepts comme identité culturelle, de Lévi-Strauss, comme identité ethnique, de Leroux, comme environnement social subjectif, de Zavaloni, ou même des représentations sociales de Moscovici. Alors on voit là vraiment ce cadre qui se construit. Et ces deux changements, ils sont très facilement repérables quand on lit tous ces textes cadres qui ont été diffusés par le Conseil d'Europe, comme le COCR, à travers des notions comme compétences culturelles, comme personnalité interculturelle, comme savoir-être culturel, ou même savoir apprendre culturel. En effet, je ne sais pas si on m'entend pas. Donc en effet, le changement paradigmatique en fait, qui a eu lieu donc sur le plan culturel dans les années 80-90 va avoir une influence directe sur le CE-CRL, puisqu'il s'inscrit tant dans une démarche communicative, comme il vient de nous dire, unité du niveau seuil, que dans une démarche interculturelle de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et des cultures. On va avoir des publications connexes, par exemple en 1997, avec la compétence plurilingue et pluriculturelle qui a été éditée par Coste, Moore et Zarat. Et puis après 2001, la compétence interculturelle, on va retrouver Biram, Mener, Parmentier, Starkel et Zarat. Et puis on a encore le commentaire qui va arriver, qui va accorder une place assez importante à la médiation en 2018. En 1980, enfin dans les années 1990, l'influence du Conseil de l'Europe est telle qu'en fait, sur l'enseignement aux langues et aux cultures, qu'en 1996, lorsque Nulandam Group en fait, publie son manifeste sur la pédagogie de multilittératie, celle-ci passe complètement inaperçue en Europe. Et il faudra finalement attendre les années 2010 pour qu'on ait des articles, des ouvrages qui vont apparaître en France, et notamment le numéro Notion en question sur la littératie qui va être coordonné par Muriel Meunier et Daniel Moore en 2012. Dans le reste du monde, cependant, la pédagogie des multilittératies est assez importante, puisqu'elle elle est en phase d'expansion. Notamment l'Université de Brock au Canada a créé un centre de recherche spécifique aux multilittératies. Et les universités de Newcastle, Flinders et Sydney en Australie, en fait, l'ont intégré à leur programme en sciences de l'éducation. Donc on est vraiment sur une phase d'expansion qui est assez importante. Et en fait, on s'est posé la question, c'était en quoi la pédagogie des multilittératies, finalement, pouvait-elle participer à un changement
changement de paradigme culturel en ce moment. Rapidement, je pouvais la présenter. Donc en 1994, Bill Kopp et Marie Carlandi vont réunir un ensemble de chercheurs dont le projet va être en fait de créer une pédagogie qui va à l'intérieur des systèmes scolaires nationaux de la maternelle à l'université créer un environnement d'apprentissage socio-sémantique qui soit favorable donc à l'apprentissage en termes généraux, mais en prenant en compte la diversité des apprenants dans l'accès et la production en fait de la connaissance. On retrouve là à nouveau finalement les approches interculturelles et subjectivantes qu'on avait dans les années 70-80. Et puis on va remarquer également que finalement le New London Group, qui est mené donc par Marie Carlandi et Bill Kopp, va avoir partagent les mêmes valeurs, partagent les mêmes axes de recherche, partagent les mêmes intentions qu'on va retrouver ici en didactique du français langue étrangère. On va avoir aussi des similitudes qui vont apparaître, notamment avec le CE-CRL, puisqu'on va inciter les didacticiens, les ingénieurs pédagogiques, les enseignants à réfléchir du point de vue de l'appropriation des langues et des cultures, donc ce que Véronique Castellotti va appeler l'appropriation avec, par, à travers la diversité. Je voulais m'intéresser ensuite au néologisme de multilittératie qui n'est pas forcément transparent, notamment parce qu'on a un terme en français qui est la plurilittératie. La multilittératie, si je prends la base, donc littératie, c'est comprendre et produire du sens, et le préfixe, donc c'est le préfixe qui correspond au multilinguisme, à la multiculturalité, mais également à la multimodalité. Et le fait d'avoir ajouté la multimodalité, en fait que les multilittératies décrivent un réseau de compétences qui est plus large que celui qui est proposé en 1997 par Cosmo et Zarat dans l'étude donc sur la compétence de l'intérêt culturel. Tout l'intérêt finalement de la multimodalité, c'est finalement, comment dirais-je, ça va nous aider à repenser la culture dans une autre perspective. Et actuellement, notamment dans le département de didactique du français langue étrangère, au laboratoire de DITEC, on a des travaux qui vont dans ce sens. Notamment, je pense à Muriel Munier et Paola Gamboatias qui travaillent sur la biographie de Bergerac, et à Catherine Muller et Nathalie Bourget qui travaillent sur la médiation du soi à travers les œuvres artistiques en termes de peinture, de photographie ou même de chorégraphie au niveau de Nathalie Bourget. On retrouve en fait une citation de Martine Pressel qui, je trouve, s'attache assez bien. C'est Martine Pressel qui cite Apadora qui rejoint assez la pensée du New London Group. Je vais vous citer. La culturalité, c'est penser la configuration des formes culturelles fondamentalement comme des fractales, c'est-à-dire sans frontières, sans structure ni régularité euclidienne, et combinant à la fois avec leur chevauchement et leur similitude. Donc en fait, on a ce mouvement-là avec des initiatives un peu disparates qui apparaissent en France, mais qui n'ont pas forcément une approche pédagogique qui est en fait englobante. En 2020, donc l'année dernière, Marie Carlandi et Bill Kopp ont publié un ouvrage en 2 tomes qui présente en fait une grammaire du sens multimodal qui va présenter, va essayer de subsumer les langues, la problématique des langues et des cultures à un paradigme du sens multimodal en fait qui a participé à ce que eux appellent, mais là c'est leur catégorie, à une éducation transformative. Donc, je vais vous citer Bill Kopp et Marie Carlandi. Nous faisons du sens une partie intégrante de notre expérience de vie. Lorsque nous voyons les choses, que nous les ressentons, que nous les comprenons, que nous les exprimons, que nous les planifions et que nous agissons de manière qui peut avoir un effet, nous performons des actes de sens. Signifier, c'est aussi agir. Le sens peut se manifester dans une variété de formes, là ce sont des catégories multimodales. Texte, image, espace, objet, corps, son, discours, les moyens avec lesquels le sens émerge. Donc, l'enjeu des multilittératies, finalement, c'est de prendre en compte ce petit plus qu'est la multimodalité, de l'environnement qui est de plus en plus présent dans la classification du sens, avec notamment le numérique, l'avènement du numérique, la mobilité des personnes, etc.,
va mettre en contact de plus en plus les langues et les cultures. Et c'est aussi la multimodalité qui va apparaître à l'intérieur des processus d'enseignement et d'apprentissage des langues et des cultures à travers différents aspects. Je vais mentionner notamment la capacité de décadence fonctionnelle telle qu'elle est décrite par Alain Berthoz et l'acte de remémoration d'image mentale en fait, qui a été décrit également par Damasio. Donc d'après Alain Berthoz, la différence fonctionnelle en fait, c'est la capacité à élaborer des processus et des stratégies alternatifs afin d'atteindre des objectifs qui en place peut être donc l'élaboration de tâches, un enseignement qui va être alternatif ou un apprentissage qui va se faire avec d'autres alternatives, d'autres stratégies alternatives. Et en fait, la multimodalité va permettre aux apprenants, aux enseignants, en fait, de justement essayer de pallier à des problèmes d'apprentissage ou d'enseignement en utilisant de nouvelles modalités qui ne sont pas forcément courantes en classe. Un apprenant peut par exemple vouloir s'exprimer ou avoir plus de facilité en créant une vidéo plutôt que de faire un discours direct en classe, ou alors montrer, commenter des photos plutôt que d'écrire. Donc on va avoir cette proposition qui va se mettre en place, et surtout on va respecter la progression de l'apprenant. J'en parlerai un peu après. De même, lorsque les apprenants en fait, vont évoquer leurs expériences de vie, leur représentation du monde, leur connaissance à l'intérieur de la classe, finalement ce que le Conseil de l'Europe appelle les savoirs préalables ou le répertoire de connaissances et qui vont les exploiter, en fait, ils vont se remémorer ce que Damasio appelle des images mentales, des cartographies sensorielles. Donc en fait, les apprenants mentalement vont procéder à une transformation multimodale de leur savoir, on va les conceptualiser. Par exemple, je vous ai mis une production d'une apprenante russe qui a fait un voyage en Iran, c'était au service du diplôme universitaire en langue française de la Sorbonne Nouvelle. Je vous lis. En 2012, j'ai fait un grand voyage en Iran. On s'est installé sous le toit à regarder autour de nous. C'était un vrai paysage surréel. Les montagnes étaient très hautes de partout, quelques pics ont touché les nuages. On a allumé un narguilé tous ensemble et nous nous sommes assis en silence pendant une heure. Donc en fait, la personne, l'apprenante russe, va traduire en mots des impressions multisensorielles qui vont être à la fois visuelles, spatiales, corporelles, sonores et qui en fait vont nous permettre de donner du sens à une langue qu'elle est en train de s'approprier. Et finalement, dans le cadre de multilittératie, chaque personne constitue le nœud d'un tissu socio-sémiotique multimodal auquel participent les langues et les cultures. Il contribue donc à la réception, à la production de phénomènes multi-aspectuels de transformation du sens. Les langues et les cultures sont excentrées et recontextualisées afin de s'accorder un monde de plus en plus liquide si on se réfère au qualificatif de Simi Bonin. Bien sûr, la pédagogie du multilittératie s'accompagne avec des outils pédagogiques et didactiques qui ont été développés donc à partir de 1994 et qui continuent encore aujourd'hui à être développés. On a notamment sur la diapositive de gauche, la diapositive gauche de la diapositive, les processus de connaissance, donc qui sont les principes essentiels pédagogiques de la pédagogie de multilittératie, expérimenter le connu et le nouveau, analyser de manière fonctionnelle et critique, conceptualiser en nommant et en théorisant, appliquer de manière appropriée et créative. Et je vous ai mis la couverture d'un des ouvrages qui présente la grammaire du sens multimodal, qui a été publié en 2020, et en fait qui a réuni toute une grammaire vraiment, et je ne pouvais pas, enfin, c'était impossible à représenter sur un PowerPoint, donc je n'ai pas pu, donc je vous ai mis que la couverture. Mais donc on va resituer, finalement recontextualiser les langues et les cultures à travers la production et la réception du sens multimodal. Et donc Müller va s'inspirer de personnes et de théories comme la phénoménologie transcendantale de Husserl pour vraiment partir de l'expérience, mais de la perception des apprenants, avec une réflexion sur soi qui va partir de là, de la zone proximale du développement de philosophie pour s'adapter vraiment aux besoins et à la progression de chaque apprenant, des pédagogies expérientielles et critiques de Maria Montessori, de John Dewey et de Paolo Freire.
Donc en conclusion, nous avons choisi le terme de paradigme pour décrire les changements de modèles culturels qui ont lieu au XXe siècle et qui peuvent encore avoir lieu au XXIe siècle, parce que nous estimons que les différentes approches que nous avons mentionnées reflètent une époque au sein de territoires donnés, ce sont des épistémères. Les réflexions qui émergent dans le dernier quart du XXe siècle explorent les dimensions représentationnelles du rapport à la culture, les possibilités d'enseignement d'une posture face à l'autre et finalement de l'exploitation par les apprenants de grilles d'interprétation des cultures. Si le Conseil de l'Europe et le Mühlener Group tentent à développer chez les apprenants une éthique de la pluralité via des stratégies différentes, la pédagogie des multilittératies tente d'anticiper l'épistémère de demain en subsumant les langues et les cultures à un paradigme du sens multimodal. Et finalement, la pédagogie des multilittératies tend à aider les nouvelles générations à construire une société basée sur trois valeurs: la diversité productive, le pluralisme civique et l'inclusion. Et bien sûr, nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous deux pour votre présentation. Merci. Moi, je garderai le dernier terme d'inclusion, bien sûr. C'est celui que je préfère. Voilà. Donc, eh bien, je regarde la salle. Avez-vous des questions? C'est des bêtises, mais ce n'est pas moi. Donc, non, alors, moi, je vais vous en poser une, puisque vous reprenez les bases de... Quand j'ai vu votre bibliographie de départ avec Zahrat, Abdallah Prété, etc., j'avais l'impression de réécrire ma thèse sur les représentations interculturelles, puisque, voilà, on est obligé de passer par eux pour parler de cela. Mais ne pensez-vous pas, quand vous parlez de multimodalité, que finalement, dans la grammaire sur laquelle vous vous basez, est-ce que cette grammaire est accessible, cette grammaire du sens multimodal, est-ce qu'elle est vraiment accessible à tous? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, quand moi, je suis rentrée dans la pédagogie... Pardon, excusez-moi. Donc je dis que c'est une très bonne question, parce que moi, quand je suis rentrée dans la pédagogie des multilittératies, en fait, ça vous demande un exercice mental considérable. Oui, on change vraiment de paradigme, c'est-à-dire c'est vraiment un entraînement pour essayer de rentrer dans la perspective de la pédagogie des multilittératies. Du coup, dans le cadre de ma thèse, je l'ai mis en place sur le terrain des organismes de l'OFI. Donc on est quand même sur... on n'est pas dans un lieu tel que celui-ci, on est sur des emplois précaires, avec une temporalité où les enseignants peuvent enseigner jusqu'à 40 heures de face à face par semaine. Donc on est vraiment sur une charge de travail assez importante. Et je me suis posé la question, mais comment je leur transmets ça? Et en fait, concrètement, c'est assez difficile à mettre en place. Et finalement, pour le cas de ma thèse, j'ai un peu abandonné l'idée, notamment parce qu'en fait, ils n'ont juste pas le temps. Même quand l'organisme de formation leur propose des formations, par exemple, aux outils numériques assez classiques pour l'utilisation en classe, ils protestent justement parce qu'ils n'ont pas le temps. En fait, ils ont un temps de préparation qui est très court. Et donc, en fait, c'est assez difficile à mettre en place. Mais c'est quand même en expansion. Donc, et puis, les travaux actuels qu'on fait, par exemple, pour ceux du DICTEP en tout cas, on rentre dans cette phase-là quand même à travers les multimodalités. Par exemple, je faisais une communication mercredi dernier avec Noël Ligné et la biographie langagière ou sociobiographie langagière, on est déjà dans la multimodalité. On utilise, mais je suis sûre qu'ici c'est la même chose. On va utiliser les images pour s'exprimer, on va utiliser différentes modalités, on va demander aux apprenants à ce qu'ils écrivent par exemple des bandes dessinées. Donc on est déjà dans la multimodalité à partir de là. Par contre, la grammaire en elle-même, et même la manière de la didactiser, parce qu'il ne propose pas de manière de la didactiser. Donc il a fallu que j'essaye de bricoler, à imaginer comment je pourrais la didactiser, et c'est compliqué à mettre en place, effectivement. Comprenez donc le pourquoi de ma question. Parce qu'en effet, le problème, c'est la transmission de cette grammaire, parce qu'elle existe en soi, c'est un fait, mais pour la transmettre et ensuite que les enseignants aient le temps déjà de s'approprier. Oui.
Après, j'ai eu une bonne réception C'est des pas collègues simple. avec qui j'ai collaboré là-dessus. J'aurais proposé de faire des dispositifs, mais ils ont poliment refusé. Mais c'est très difficile. Et même la manière dont j'ai didactisé leur grammaire, finalement, enfin, je vois, je m'en aperçois que c'était assez bancal parce que c'est tellement complexe qu'au final, on ne peut pas traiter tout. C'est juste pas possible. Il y a un moment d'appropriation de notre part. Et puis après, il y a la dimension de pratique. On est en salle, on est avec les apprenants, il faut répondre à une demande. Donc il faut réfléchir par rapport aussi à ses pratiques, à ses habitudes. Et on a besoin de réagir dans l'immédiat. Donc finalement, faire cet exercice de repenser d'une manière différente, parfois c'est compliqué. Et même pour d'autres propositions plus anciennes, comme l'interculturel, c'est une question parfaitement pertinente. Combien de personnes, combien de profs moi, je pense à ma formation de prof au Brésil, quand j'ai commencé à donner des cours de français. Nous, on ne savait pas quoi faire avec l'idée d'interculturel. C'était très compliqué à mettre en place. On avait aussi, est-ce que ça marche? Comment faire? Ce sont toujours des questions très, très personnelles. Toujours actuelles. Oui. Toujours actuelles parce que même dans certaines méthodes, on met des pages, mais qui sont nommées interculturelles, qui est juste... on n'a pas nommé une page interculturelle. L'activité est interculturelle ou elle ne l'est pas. Mais rajouter des pages artificiellement d'interculturel prouve qu'il y a un souci dans l'utilisation du terme et de la mise en pratique. Oui. Parfois, interculturel, ça veut dire parler de votre culture dans un manuel. C'est ça. Alors maintenant, tout le monde parle de sa culture et ça, on a fait de l'interculturel. Du coup, ce sont des questions très pertinentes encore. Un grand merci à tous les deux. Ah, c'est marrant. Oui, il n'y a pas de Merci beaucoup. Alors, bonjour Monsieur Hans. Alors, Monsieur Hans, en fait, là par le nom de la Fondation Alliance Française. Donc, dans son parcours, il est donc docteur en littérature française, puisqu'il a fait sa thèse sous la direction des connus professeurs Brunel et Huchon. Il a donc été chef du pôle universitaire à la Direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères, ici même à Paris. Également délégué général de la Fondation Alliance Française aux États-Unis, à Washington. De 2016 à 2019, directeur de l'Institut de langue et de culture française. Il s'est donc... quoi il parle, Et ensuite, depuis 2019, il est donc délégué géographique Afrique, Moyen-Orient, Océan Indien, Asie et Océanie de la Fondation des Alliances françaises. Et il va nous parler aujourd'hui de la situation du FLE dans le réseau international des Alliances françaises en période de Covid. Et là, nous savons également, nous, de quoi nous parlons, parce qu'il a bien fallu s'adapter. Donc, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord, si vous me permettez, remercier le groupe de son invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Saluer tous les collègues des cours de civilisation avec lesquels je suis ému de retrouver les collègues que j'ai rencontrés. Certains avaient leur bureau Galerie Richelieu, d'autres je les ai connus place de l'Estrapade, rue Victoire. On pourrait multiplier les lieux qui ont accompagné l'histoire des cours de civilisation française de la Sorbonne. Et pour finir, je voudrais effectivement saluer Pierre Brunel, qui m'a permis, notamment lorsqu'il était directeur des cours, de séjourner à l'étranger à plusieurs reprises. C'est lui qui m'a permis de partir pour la première fois au Japon pour enseigner à l'université du Kyushu, et puis à d'autres reprises. Et puis il m'a dit oui, toujours en me permettant de revenir parmi vous, et je reste évidemment très attaché à cette institution. Je salue aussi le professeur Schiss. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais évoquer avec vous, en lançant cette première diapositive, que je devrais pouvoir grossir. Voilà. Ici, vous êtes donc
le journal Data. Alors je m'explique, la Fondation des Alliances françaises réalise depuis une dizaine d'années une enquête auprès des Alliances françaises, une enquête annuelle dans le monde. Alors, dans quel but? Eh bien, dans le but de produire un journal Data disponible à tous, accessible en ligne, et qui nous permet de répondre aux questions et aux attentes de nos partenaires. C'est une mine de réponse pour le ministère des Affaires étrangères, l'Institut français, FEI, les parlementaires qui, à l'étranger, suivent de très près l'activité des Alliances françaises, mais aussi les centres de langue en France. Nombreux sont les étudiants des Alliances françaises à l'étranger qui rejoignent les cours de civilisation française de la Sorbonne. Donc c'est à leur intention que nous adressons au mois de février un questionnaire électronique qui concerne la gouvernance des Alliances françaises. Je rappelle que la plupart des Alliances françaises dans le monde sont des associations de droit local, donc dirigées par un comité. Et nous interrogeons donc ces comités, nous interrogeons aussi les hommes et les femmes qui font les Alliances françaises, c'est-à-dire les équipes administratives, les équipes pédagogiques, tous les volontaires. Et puis ensuite, dans ce questionnaire, eh bien, nous interrogeons toutes les questions relatives donc à l'activité des Alliances françaises, à commencer par le premier secteur, celui qui est véritablement fondamental, à savoir l'activité d'enseignement. Donc chaque année, nous demandons aux Alliances françaises quel est leur nombre d'apprenants, quel est leur nombre d'inscriptions, leur nombre d'heures vendues, mais aussi nous détaillons, nous cherchons à savoir quel est le nombre d'apprenants des cours généraux, quel est le nombre d'apprenants des cours spécialisés, notamment des cours sur objectifs spécifiques, objectifs universitaires. Et puis nous cherchons aussi à savoir quel est le nombre d'étudiants par niveau du cadre européen, c'est-à-dire combien avez-vous d'étudiants au niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. C'est important pour nous de pouvoir agglomérer ces statistiques et ensuite faire ce journal data. Sur la première diapositive, vous constatez que sous les chiffres qui se trouvent en bas de la diapositive, nous avons ajouté un picto qui est lié donc à la crise sanitaire mondiale, et tout ceci est venu du fait que l'année dernière, dès le mois de février 2020, nous sommes alertés par les premières alliances françaises touchées par la crise. Très précisément, c'est la Chine, c'est Oran qui nous sollicite. Le rôle de la Fondation des Alliances françaises, anciennement Fondation Alliance française devenue des Alliances françaises l'année dernière, c'est d'être à l'écoute au quotidien. Donc nous recevons des appels, des messages, et là on nous alerte et on nous dit nous fermons, nous arrêtons toute activité. Et à partir du mois de février, ça n'a cessé d'être le cas dans un certain nombre de pays, pas dans tous les pays, mais finalement beaucoup d'alliances, je vais y revenir, vont fermer. Et donc nous allons petit à petit les interroger sur ce qui se passe, sur comment elles répondent à ces fermetures. Et donc au final, nous allons constater que en 2020, nous allons avoir une baisse, vous voyez, c'est mentionné sous le second chiffre, nous allons avoir avec 376 000 apprenants français une baisse globale au niveau mondial de 24%. Tandis que le nombre d'apprenants confondus, lui, est à peu près le même. Je rappellerai que concernant les cours, les Alliances françaises enseignent principalement le français langue étrangère, mais de par leur statut, elles peuvent enseigner aussi les langues du pays dans lequel elles se trouvent pour répondre à des besoins. Donc nous ne sommes pas des centres multilingues, mais nous pouvons enseigner l'anglais, le japonais ou le chinois dans le cas où ça vienne en complément et ça rende des services aux populations qui se trouvent sur place. Quand vous regardez cette diapositive, vous constatez qu'en 2020, les États-Unis remportent la première place, mais sont talonnés par d'autres réseaux, comme le réseau indien ou le réseau de Madagascar. Pourquoi? Parce que finalement, on va voir que cette baisse, elle est globale, mais elle va se faire sentir de façon différente selon les réseaux, et la crise va atteindre les pays à différentes époques. Mais très concrètement, vous voyez qu'il y a un chiffre qui est beaucoup plus bas que les autres années, c'est le chiffre de la Chine, où nous avons 14 alliances françaises, mais qui lui tombe à 7000 en raison, encore une fois, d'une fermeture complète des alliances françaises. Donc voilà pour la première diapositive. Je voudrais évoquer maintenant la question de
cet impact de la crise sanitaire plus en détail avec une autre, une autre diapositive. Nous allons chercher à savoir, dans ce questionnaire, plus précisément les conséquences de cette crise sanitaire. Alors nous allons, dans notre questionnaire annuel, ajouter des questions qui n'existaient pas auparavant. Nous allons ajouter des questions qui viennent en complément. La première d'entre elles va être: la crise sanitaire a-t-elle entraîné la fermeture provisoire des locaux au public de l'Alliance française? Et nous allons demander de préciser le nombre de semaines où l'Alliance française a été fermée physiquement au public, même si l'Alliance française a maintenu des cours en ligne. Ça se compte en nombre de semaines, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, elles ont été fermées du mois de mars à l'été ou du mois de mars au mois d'octobre, sans parler de pays pour lesquels, à la rentrée, elles sont restées fermées, ou elles ont réouvert 2 semaines, parfois moins. Je pense à un pays comme l'Australie, où nous avons un réseau de 30 alliances françaises, dont 6 alliances françaises qu'on appelle capitales, qui ont une activité importante. Elles sont restées quasiment fermées. Je pense entre autres à Melbourne, qui a refermé très vite et est restée sur l'année 2020 quasiment fermée. Nous avons demandé aussi dans notre questionnaire aux alliances françaises si elles avaient dû mettre du personnel en activité partielle ou procéder à des licenciements. Nous avons demandé aussi quel était l'impact estimé sur l'activité de chacun des indicateurs qui sont pour nous fondamentaux en termes d'heures vendues, de chiffre d'affaires et d'apprenants. Ensuite, nous avons aussi cherché à savoir si les alliances françaises avaient pu recevoir des aides face à la crise sanitaire, si elles avaient profité de dispositifs d'appui, si des montants leur avaient été accordés, et quel type de montant. Alors on voit que durant l'année 2020, nous sommes à la fin de 2021, donc il faut se remettre un an en arrière, et il y a eu par exemple un soutien important des postes diplomatiques. Les postes diplomatiques, à la demande du ministère des Affaires étrangères à Paris, a apporté des crédits exceptionnels de soutien aux alliances françaises. Il y a eu, et vous le savez peut-être aussi, des soutiens nationaux. C'est-à-dire que les alliances françaises étant des associations de droit local, elles ont pu bénéficier dans un certain nombre de pays de soutien soit au niveau du gouvernement national, soit de la province, soit même de la municipalité dans le cadre de leurs activités. Activités de centre de langue, activités associatives, donc certaines ont profité, pas toutes, de ces soutiens. Donc nous avons voulu savoir quelles étaient ces aides. Quelquefois, elles ont profité d'aides spécifiques, notamment d'un allègement des charges sociales, fiscales ou locatives. Les alliances françaises, ce sont aussi des maisons de la France qui possèdent des locaux. Ces locaux, je le rappelle, abritant l'activité de cours, mais abritant aussi des médiathèques, des salles de spectacle. Et donc, à ce moment-là, il a fallu voir dans quelle mesure elles ne pouvaient pas être aidées. Nous avons cherché à savoir si elles avaient pu avoir des moratoires sur des remboursements. Et enfin, est-ce que d'autres aides avaient pu être apportées, par exemple de fonds privés? Est-ce que le mécénat avait pu contribuer à aider les alliances françaises? Si des fonds, comme dans certains pays, avaient pu être accordés de la part de l'Union européenne, et enfin si d'autres dispositifs avaient été accordés. Donc la deuxième diapositive que vous avez devant est intéressante, je pense, parce qu'elle précise donc la baisse en fonction donc, des cours, du type de cours. Alors vous avez par exemple un chiffre qui est intéressant, c'est celui des cours, et je change rapidement de... changer de lunettes. Pardon. Les cours grand public, ce sont les étudiants individuels. Ce sont les étudiants qui s'adressent directement à l'Alliance française et qui payent eux-mêmes leurs cours. Donc vous voyez que la baisse est de 21%, mais que nous avons aussi eu une baisse importante, plus importante encore, des cours de français aux entreprises ou institutions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que dans un certain nombre de pays, les écoles, les universités partenaires des alliances françaises qui demandent aux alliances françaises d'assurer les cours, évidemment, elles aussi ont fermé leurs portes, donc du coup, les cours ont été interrompus, et donc du coup, ça a été un manque à gagner. Les entreprises aussi, certaines se sont repliées, je pense à la zone A, la zone Afrique, il y a un certain nombre d'entreprises
françaises ou internationales qui ont cessé leur activité. Du coup, plus de cours, plus de demandes de cours aux alliances françaises. Donc vous voyez pourquoi c'est tout à fait important. Les autres cours ont moins été affectés et de toute façon représentent une partie moins importante de notre activité. Voilà. Juste pour votre bonne information, donc un top 15 des pays apprenants. Donc j'avais parlé tout à l'heure des États-Unis, mais vous voyez que d'autres pays se signalent et qu'on trouve en 15e position, j'y tiens, c'est le Zimbabwe. Alors on va se dire comment le Zimbabwe arrive à entrer dans le top 15. Tout simplement parce que les alliances françaises du Zimbabwe ont réussi à signer un partenariat avec les établissements scolaires de tout le pays, ce qui leur apporte évidemment un nombre d'étudiants à faire tout à fait impressionnant. Donc c'est ça aussi à l'étranger, c'est les cours intramuros, mais c'est aussi tous les partenariats que l'on peut engager dans ces pays. Peut-être un autre exemple qui je crois est intéressant et qui je pense vous intéressera aussi, c'est la place qu'occupe désormais le réseau indien qui est devenu numéro 2. L'Inde, donc c'est 14 alliances françaises qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui sont en passe de devenir l'un des principaux réservoirs, sans compter que c'est un réseau qui évidemment est relié à la mobilité. C'est potentiellement des étudiants que vous allez accueillir. Je sais que un certain nombre d'étudiants sont déjà accueillis. Donc le Covid va évidemment arrêter, puisque Delhi, Calcutta, Bangalore, interruption des cours, c'était le cas en 2020. Mais la reprise est déjà là. C'est quelque chose que l'on ne voit pas partout, mais que l'on voit dans un certain nombre de pays. On le voit en Inde, on le voit depuis quelques semaines à Madagascar. C'est impressionnant. Il y a l'ouverture et la reprise. Reprise considérable. J'avais hier une photo de l'organisation du Delta à la Rive. C'était impressionnant de voir combien ça reprend. Donc ça, c'est tout à fait encourageant. Voilà, je passe je reviendrai sur la troisième. Je voudrais ensuite, évidemment, arriver à un sujet qui, je crois, nous intéresse tous. C'est cette révolution du numérique. Dès le mois de mars, dans les alliances françaises, on bascule en numérique. Les équipes sont nombreuses à mettre en place un certain nombre de cours. Et donc, dans notre enquête, pour votre bonne information, notre enquête donc, a lieu l'année d'après, donc nous sommes le mois de novembre, c'est une enquête qui a été réalisée au printemps dernier. Donc nous avons cherché à savoir quel type de cours, quelle nouvelle offre avait été mis en place. Donc, quel type de cours avez-vous pu maintenir déjà, et quels sont ceux qui ont été mis en place? Alors, s'il y a plusieurs choix possibles, pourriez-vous nous le dire et surtout nous préciser en termes d'activité ce que ça représente? C'est-à-dire, des cours en ligne, ça va être quoi? Combien d'apprenants, combien d'heures vendues? Alors, il fallait d'abord classer ces cours. Il en existe toutes sortes. Donc, nous avons travaillé à la Fondation à n'oublier aucun type de cours et nous avons établi une nomenclature avec une définition de façon à ce que les alliances françaises renseignent de façon très précise ce chapitre. Alors, nous leur avons dit, premier type de cours, ce que nous appelons les cours 100% en présentiel. À côté de ça, quels sont les... Alors, donc les cours 100% présentiels, puis ensuite, quels sont les cours dématérialisés? Alors, dématérialisés, ce sont ce que nous appelons, nous, les cours en distanciel synchrone. Exemple, un cours en vidéo via Zoom ou d'autres outils de vidéo à distance. Premier type de cours, donc, dématérialisé. Deuxième type de cours, les cours hybrides ou blend learning, c'est-à-dire quelques regroupements en présentiel, plus un travail en autonomie à distance avec l'accès à une plateforme. Tout ceci pour offrir des activités, des ressources en ligne et des exercices en ligne. Donc, deuxième catégorie. Troisième catégorie, est-ce que vous avez organisé des cours en comodal? Alors, définition du comodal, tout ça a été, encore une fois, pour certaines alliances, nous avons la chance d'avoir des équipes extrêmement bien formées qui ont pu mettre en place ces cours. Dans d'autres cas, il fallait qu'on précise. Alors, par exemple, pour le comodal, nous avons proposé comme définition, il s'agira
d'un cours dans lequel une partie du groupe est en présentiel avec un professeur, tandis que simultanément, une autre partie du groupe est à distance. Ensuite, nous avons dit qu'il existait aussi des cours 100% en ligne sans tuteur. Est-ce que vous proposez des cours à distance non tutorés avec utilisation en autonomie de modules mis à disposition sur une plateforme, mais je le répète, sans accompagnement? C'est une chose qui existait, donc nous demandions aux alliances de nous en donner des exemples et des volumes d'activité. Et ensuite, existe-t-il chez vous des cours en ligne avec tuteur, c'est-à-dire des cours à distance avec utilisation de modules mis à disposition sur une plateforme, mais avec l'accompagnement d'un tuteur? Donc, vous voyez, là, on avait cours en ligne sans tuteur, cours en ligne avec tuteur. Donc, nous avons demandé aux alliances françaises de renseigner ce chapitre. Mais ce n'était pas terminé, puisque ensuite, nous avions une autre question qui nous a semblé fondamentale, c'est qui a conçu le contenu pédagogique de vos supports en ligne? Alors, c'est-à-dire, nous précisons les choses, pouvez-vous nous dire qui a conçu le contenu de vos cours, le contenu de vos exercices, ou le contenu, merci, de vos parcours d'apprentissage? Et on a été plus loin, puisqu'on a fait des propositions. On a dit, peut-être est-ce l'éditeur de la méthode de FLE, peut-être est-ce votre équipe en interne, l'équipe pédagogique de l'Alliance française. Est-ce que ce sont des contenus créés par une ou d'autres alliances françaises? Alors ça, c'est tout le jeu de la solidarité entre alliances françaises. Il existe 3 tailles d'alliances françaises, les grandes, les moyennes et les petites. Et il y a un travail en réseau, en Amérique latine, aux États-Unis, partout dans le monde, où les alliances françaises sont venues en appui. Les directeurs pédagogiques sont venus apporter des contenus aux alliances françaises qui n'avaient pas les capacités de les créer. Donc cette solidarité-là, elle a beaucoup joué. Et puis ensuite, nous leur avons demandé s'ils avaient fait recours, s'ils avaient eu recours à un prestataire externe, ou alors à des ressources libres de droit. Voilà, donc toutes ces questions ont été ajoutées. Et avant de revenir sur le tableau, sur la diapositive qui est ici, je voudrais juste ajouter, ce n'est pas notre sujet ce matin, mais nous nous sommes aussi beaucoup intéressés aux activités culturelles en ligne. Car vous le savez, les alliances françaises ont pour mission l'enseignement de la langue française, mais elles ont aussi le devoir d'organiser des activités culturelles. Or, c'est posé exactement la même chose que pour les cours. Que pouvons-nous faire en ligne? Et nous nous sommes intéressés aux activités culturelles en ligne qui se sont mises en place très vite via les réseaux sociaux. Et nous avons cherché à savoir quels étaient les outils et les formats de ces activités. Alors, les activités en 2 mots, hein. Il y a eu des concerts, l'Afrique, entre autres, a profité de ses équipements pour filmer ces concerts. Il y a eu des conférences, mais il y a eu aussi ce que j'appellerais avec une expression anglaise et qui est assez aussi important dans nos activités culturelles ou socio-culturelles. Il y a eu des wine and cheese, il y a eu des conférences sur la gastronomie ou sur le vin qui ont été proposées avec des partenaires extérieurs. C'est-à-dire, il y a eu la possibilité, et bien, le cas le plus spectaculaire, ça a été l'envoi dans quelques alliances françaises de produits à consommer en amont et ensuite à partager. Donc il y a eu, je crois que c'était aux États-Unis, un fromager qui s'est proposé d'envoyer aux gens qui s'étaient inscrits un plateau et qui ensuite a été commenté. Le vin, il y a eu aussi des partenariats. Vous savez que ça a été aussi très important pour souder la communauté. Il fallait absolument que nos étudiants, notre public, continuent de voir que l'activité était toujours là. Donc nous avons cherché à savoir quels étaient les outils, les moyens, même chose pour la communication. Alors, rapidement, si vous le voulez bien, l'enseignement numérique dans les alliances françaises. Alors, nous avons d'abord cherché à savoir ce qu'il en était des équipements numériques interactifs et des tableaux, notamment. Alors, les tableaux, ce n'était pas nouveau. Dans un certain nombre de réseaux d'alliances françaises, il y avait des tableaux. La Chine s'est équipée, c'est à l'époque où je suis en Chine. Nous avons les moyens financiers de succès des cours de français dans les alliances. Dans les années 2010, nous avons équipé quasiment toutes les alliances françaises de Chine de tableaux interactifs. Sauf que c'était une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ces tableaux sont aussi pertinents? Est-ce que ce sont toujours les bons outils?
Et là, on aura, vous voyez, un tableau intéressant qui nous montre que dans un certain nombre de pays, le tableau interactif reste extrêmement important. Dans d'autres solutions ont été trouvées. Je précise aussi que les alliances françaises sont des alliances françaises sont des établissements qui tendent à l'autofinancement et qui ont quelquefois profité de soutien dans les équipements, d'autres moins, il y a la taille des alliances françaises. En tout cas, il est intéressant de voir que ici, par exemple, le Brésil reste encore un pays, est en 2020 un pays particulièrement bien doté. Vous voyez d'autres chiffres intéressants concernant notamment les cours 100% partiellement en ligne. Alors, vous voyez que l'Amérique du Nord ou l'Amérique latine, avec 91%, immédiatement a basculé, c'est-à-dire que les grosses alliances françaises ont pu mettre en place ces cours en ligne très vite. Les équipes, alors citons les équipes de Lima, de Mexico, de Bogota, mais je pourrais aussi, et à titre personnel, ne pas oublier New York, Washington, Chicago, c'est-à-dire toutes ces alliances qui avaient les savoir-faire, les compétences et qui ont basculé quelquefois du jour au lendemain. Vous verrez aussi que l'Asie est bien dotée dans ce domaine aussi. Et enfin, vous voyez que 60% des alliances ont donc proposé une offre en ligne en 2020. Je voudrais évoquer maintenant, avant de terminer, l'impact avec la diapo numéro 4, ou alors plutôt, elle était avant, voilà. Alors, si on peut grossir un zoom, voilà, merci beaucoup. Surtout sur la deuxième partie, la deuxième, voilà. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Donc, ce tableau récapitulatif, c'est l'impact de la crise en 2020. On sait qu'elle est loin d'être terminée. 2021, c'est beaucoup d'espoir, mais c'est aussi des questionnements. La crise n'est pas résolue dans un certain nombre de pays. Un certain nombre d'alliances françaises, je citais l'exemple de Madagascar comme une alliance Tananarive qui reprend, mais d'autres ont plus de mal, parce qu'encore une fois, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud depuis quelques jours à nouveau, ou de l'Asie, la reprise sera plus longue. Donc là, c'est un tableau qui résume. Il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui nous intéresse tous en France, au cours de civilisation française de la Sorbonne, c'est les certifications. La baisse dans le réseau Alliance française en 2020 est de moins 57%. C'est énorme. Très vite, les postes diplomatiques qui ont à l'étranger la tutelle des certifications, le DEF et le DAF, et sous la tutelle du Conseil culturel, vous savez, et de ses équipes. Et du coup, il a fallu arrêter, de la même façon que l'activité de Campus France s'est arrêtée, eh bien, elle a entraîné, si vous voulez, une baisse d'activité. Je pense entre autres à la Chine et à la possibilité pour des étudiants chinois de passer le DEF et d'espérer pouvoir venir étudier ici. Donc 57%, c'est très important. C'est important parce qu'en termes de recettes, pour les alliances françaises, c'est évidemment une ressource tout à fait importante. Voilà, donc il y a eu des aides, vous voyez, c'est important, 2 millions d'aides en 2020, 5 millions. Le problème, c'est que c'est 2021 et que ces aides étaient pour 2020 et qu'aujourd'hui, certaines alliances françaises sont en train de chercher des ressources pour terminer l'année d'une façon qui leur permette de maintenir une activité en 2022. Alors il y a des raisons d'espérer, on les voit là malgré tout. Merci. Voilà, c'est cette, comment dirais-je, cette avancée extraordinaire dans le domaine des cours en ligne. Plus 116%, c'est un bond considérable qui a été fait lors de la crise. Pour rappel, c'est un sujet dont, lorsque j'étais en poste aux États-Unis, nous discutions en 2015, je me souviens de ce sujet, comment allons-nous développer les cours, est-ce que toutes les alliances françaises pourront profiter de ces cours en ligne? On en avait parlé, mais c'était presque resté lettre morte, ou en tout cas, nous n'avions pas développé à l'époque ces cours. L'année dernière, les choses se sont faites,
Et puis, encore une fois, cette idée qu'aujourd'hui, au réseau des Alliances françaises, le défi il est double. Il est de continuer à proposer des cours en ligne, car ainsi nous avons pu notamment toucher le public que nous ne pouvions pas toucher. Dans certains pays très étendus, dans les pays continents, la zone d'influence d'une alliance française est large, je pense entre autres à l'Inde, mais pour autant, lorsqu'on est à des centaines de kilomètres de Bhopal, on ne peut pas rejoindre un cours en présentiel. Donc il y a des enjeux considérables. Vous savez que les alliances françaises ont aussi des annexes et que, encore une fois, c'est du pilotage à distance complexe. Donc on peut imaginer que ces cours en ligne vont rester évidemment essentiels et il va falloir le pérenniser, il va falloir trouver les outils qui seront définitivement, ou en tout cas pour quelques années, les bons. Il y aura le problème des contenus, puisqu'on a été très vite, mais il va falloir pérenniser tout ça. Mais d'un autre côté, ça sera ma conclusion, les alliances françaises sont aussi des maisons de la France. Et elles ont besoin du retour des étudiants en présentiel, parce que le retour des étudiants en présentiel, c'est les étudiants qui vont aller dans les médiathèques, qui vont profiter des activités culturelles, et puis de cet environnement, cette possibilité de parler français, de se distraire en français, de se divertir en français, et je crois que ça rejoint la communication précédente sur l'importance de l'interculturel et de ce bain de la France. Encore une fois, il y a des alliances françaises dans les villes capitales, dans les villes consulaires, il y a aussi des alliances françaises qui sont des étoiles comme ça un peu partout, on a un maillage sur tout le territoire qui fait qu'il faut pouvoir retourner dans les alliances françaises. Voilà, j'ai terminé, merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Laurence, pour cette présentation qui est le reflet de ce que nous avons vécu en France là je parle au monde actuel, au centre universitaire, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation similaire, mais là pour le coup avec véritablement aucune aide financière, puisque nous sommes établissement public et avec un impact évidemment sur nos enseignants, sur nos projets, etc. Donc toutes les problématiques que vous avez évoquées, on les a vécues de plein fouet. Et vous avez terminé en parlant de ces cours en ligne et de la nécessité de retrouver les étudiants en présentiel. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'humain et que les cours doivent rester avec de l'humain, que nous ayons utilisé les cours à distance et que nous continuons à le faire, ce qui permet évidemment notre survie aussi, puisque beaucoup d'entre nous ont créé leurs cours en ligne. Les cours en présentiel, je pense que l'ensemble de nos enseignants étaient heureux de retrouver le chemin de l'université, enfin de l'institut, pour avoir ces cours, parce que heureusement, parce que vous avez parlé justement des lieux qui étaient fermés et qui faisaient que les alliances françaises l'étaient aussi, heureusement, nous, pour beaucoup d'universités, ils ont accepté que nos instituts restent ouverts. Et finalement, nous avons été très peu fermés, à part pendant le confinement dur. Donc ça a été déjà aussi quelque chose de très positif. Mais là, en effet, ce questionnaire est très important parce que ça permettra aussi un retour, ça permet un retour aussi sur le dynamisme du français, tout simplement, puisque les alliances françaises sont présentes partout dans le monde et restent une institution incontournable. Et je pense que ça va permettre aussi vous avez parlé de l'Inde, mais votre exemple était extrêmement pertinent parce qu'on se rend compte qu'il y a une dynamisation du français en Inde avec justement des étudiants qui sont anglophones et qui finalement se tournent vers le monde francophone, ce qui est très très positif. Donc merci beaucoup parce que c'était très éclairant, mais éclairant pour nous tous. Merci à vous et j'écoute vos questions. Nous écoutons vos questions dans la salle. Oui. Alors, j'ai une question par rapport au... Alors, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Je me suis interrogée par rapport à la concurrence. Donc je pense notamment aux écoles de langue, mais aussi à la présence des instituts français. Pour vous donner pour illustrer cela, parce que c'est la situation mauricienne que je connais bien. L'Alliance française de l'île Maurice, c'est l'une des plus anciennes, après celle de Paris. Absolument. Donc voilà, c'est très prestigieux à Maurice, et depuis l'installation des instituts français, donc il y a une dizaine d'années, les apprenants mauriciens ont beaucoup plus tendance à se tourner vers l'Institut français, voilà, tout ce qui est nouveau, c'est attrayant, etc.
Et je me posais la question, comment est-ce que les alliances françaises font pour... puisque finalement, on a les deux ont le même prestige, puisque c'est géré par l'ambassade de France. Donc, comment faire pour... Donc, pour rappel, les alliances françaises sont des associations de droit local et donc sont partenaires de l'ambassade. Les instituts français sont des extensions de l'ambassade, hein, n'est-ce pas? Ils sont sous la tutelle complète de l'ambassade. Alors, il y a à peu près 90 instituts français, certains sont très anciens et sont liés à l'histoire de notre double réseau culturel, c'est-à-dire, dans certains pays, ce sont les alliances françaises qui se sont implantées les premières. Vous avez cité Maurice, Melbourne à la même époque. En 1901, il y a déjà 30 alliances françaises aux États-Unis et elles décident de se fédérer. Il y a une histoire qui va de 1883 à 1893, qui est celle de ce mouvement qui se met en place depuis Paris. Puis très vite, à l'international, les pays s'emparent et les comités naissent et deviennent véritablement des associations totalement autonomes. Maintenant, en principe, ce double réseau n'est pas en concurrence. C'est-à-dire qu'en principe, l'idée est que lorsque des cours, notamment dans une capitale, sont assurés historiquement par l'Alliance française, ils restent à l'Alliance française, tandis que dans d'autres endroits, voilà, ça sera l'Institut français. Voilà, j'étais hier en correspondance avec des personnes qui parlent pour le Mozambique. Nous n'avons pas d'alliance française au Mozambique, nous en avons une au Swaziland. Voilà, c'est une histoire complètement. En principe, nous ne sommes pas en concurrence. Par contre, nous travaillons étroitement ensemble, et notamment sur les questions de formation, de professionnalisation et de langue française, avec l'Institut français de Paris, dont la mission est aujourd'hui d'accompagner les alliances françaises et les instituts français. Voilà. Donc, les prérogatives de la fondation des alliances françaises aujourd'hui sont essentiellement la régulation. C'est la fondation qui s'assure du bon fonctionnement, s'assure de la labellisation, qui permet aux alliances françaises de se développer, parce qu'on en crée chaque année. Elles sont chaque année un certain nombre à voir le jour. Et puis aussi cette animation. Et pour vous trouver l'information et pour terminer avec ça, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Nous avions projeté un colloque en présentiel en 2020. Évidemment, la crise nous a empêché de le faire. Alors nous avons basculé en ligne et nous avons proposé le premier congrès numérique il y a un an des alliances françaises. Donc du coup, nous avons été en contact avec l'ensemble de notre réseau et nous avons pu dialoguer avec des alliances françaises très éloignées dans leur pays, mais aussi à l'intérieur du pays. Du coup, le numérique nous ramène à nous tout notre réseau, toutes nos alliances françaises, et c'est extrêmement satisfaisant que d'avoir des présidents d'alliances françaises qui maintiennent ces structures, animent ces structures loin des capitales, mais sont des alliances françaises à part entière. Moi, je vais vous poser des questions sur aussi la concurrence, mais avec d'autres instituts qui proposent d'autres langues. Parce que vous avez parlé du cas brésilien, où ils sont la question du numérique est très importante. Et pour moi, qui a étudié dans une alliance française au Brésil, à São Paulo, il y a une quinzaine d'années, ça me paraît évident que ça a un lien avec déjà la culture éducative du pays, où nous sommes tous des petits bourgeois qui vont dans ces écoles de langue l'après-midi, parce qu'on étudie là-bas jusqu'à midi, et après on rentre. Alors, il y a déjà ce rapport à et il y a une vraie concurrence avec, au moment de choisir, qu'est-ce que tu veux étudier l'après-midi. Tu vas au Goethe Institute, tu vas à l'Institut Cervantes ou tu vas à l'Alliance française. Et ce sont des questions que vous n'avez pas évoquées, mais je trouve que ce sont très intéressantes aussi. Tout à fait. La concurrence, c'est aussi, pour aller dans votre sens, c'est aussi la nouvelle concurrence. C'est-à-dire que nous avions une concurrence des cours en présentiel. Alors d'abord, il y a une concurrence parce qu'il existe d'autres écoles qui enseignent le français au-delà des instituts français, mais il y a aussi la concurrence du numérique. C'est-à-dire que vous avez aussi des écoles de langue qui se sont lancées l'année dernière dans les cours en ligne. Et donc, il va falloir être toujours en capacité de dire que les nôtres sont les meilleurs, hein, n'est-ce pas? Il y avait les cours en présentiel, maintenant il y a une concurrence des cours en ligne.
Voilà. Est-ce que je peux faire juste une remarque? Une dernière remarque, car l'heure tourne. Les cours en pouvoir mutualiser les ressources est essentiel. La difficulté des cours en ligne est immense, en plus des ressources numériques. Donc on a sérieusement intérêt à s'allier les uns avec les autres si on veut produire du contenu de qualité. C'est surtout le contenu de qualité, parce qu'on est passé au numérique, mais Ça demande un temps fou, ça demande 15 voilà. fois plus de temps pour produire. Il faut consolider les données, hein, on va dire. Oui, parce qu'on a... Ouais. Alors Bernard, oui, alors vous savez que c'est l'heure du déjeuner, et je pense que Bernard a une déclaration à faire. Donc j'ai une proposition à faire. C'est parce que je ne voudrais pas quand même que nous abordions la communication de Dominique Abry épuisée, etc. Comme nous n'avons que 3 communications cet après-midi, je proposerai de déplacer la communication de Dominique en début d'après-midi, de sorte que nous en aurons 4, à 17h au lieu de 16h30, si ça vous va. On Très commence bien. à 14h30. Est-ce que ça On vous va dit 17h parce qu'on a des trains. On peut donner ton Oui, mais Alors, je propose ça. Il y a les trains. Tu n'es pas le dernier, tu n'es pas... Si on commence à 14h, nous pouvons respecter l'horaire. Pas très Nous bien. avons 1 heure de déjeuner. Et Oui. nous commençons à 14h et 14h30. Très bien. Et on commence par la communication de Dominique, si ça vous va. Merci à tous et à tout à l'heure.